Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Rapport Ciné Critique, nous allons remonter très loin dans le passé, presque 100 ans en arrière. Bon, il a été confectionné en 1924, on va dire qu'il fête son siècle, donc cette année, même s'il est sorti officiellement en 1925, La Grève, ou en version originale, Stachka. Je remercie ma collègue de russe au lycée pour l'aide sur la prononciation, puisqu'il s'agit d'une œuvre soviétique, réalisée par Sergei Eisenstein, sorti la même année que son fameux Le Cuirassé Potemkin, mais là c'est son premier long métrage, sur lequel il a été assisté de son collègue Grigory Alexandrov, qui joue d'ailleurs un des rôles du film. Et il s'agit évidemment d'un métrage de propagande du prolétariat, donc communiste, et adoubé par Vladimir Lénine, dont une citation apparaît en introduction, qui appelle à l'unité du peuple. Et donc, c'est aussi peut-être l'un des premiers films qui met en avant donc la grève au cinéma avant Chaplin. Est-ce que Chaplin a parlé de la grève au cinéma? Bah oui, quand même, hein. Bon, mais après. Et qui aussi est l'un des premiers, avant le Cuirassé Potemkin pour le coup, qui met en tant que héros le peuple en tant que tel, les ouvriers, la masse prolétarienne si vous voulez. Et donc pour faire simple, on est dans une usine, hein, ça trime à mort, etc. Un jour, un des ouvriers, tout simplement, se suicide parce qu'il est accusé à tort de vol. Et son honneur est bafoué, enfin il ne peut pas prouver son innocence, donc il préfère en finir, et là, hop, tout le monde s'arrête. Voilà. Hein. La machine stop, et en effet, l'usine ne peut pas avancer sans le prolétariat. C'est là où on se rend compte qu'ils sont des rouages absolument indispensables du système. Et ils vont demander des revendications. Et on voit les actionnaires propriétaires qui débattent entre eux en mode vraiment nanti absolu. Hein. La chanson de Jacques Brel nous revient en tête. Hein. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Je fais très mal Jacques Brel, vraiment. Mais vous voyez l'idée, en mode ça fume et ça boit et tout, et puis ils s'en fichent. Du coup, hop, non, répression, et ça finit très mal. Je simplifie, hein, évidemment. Hein. Un film qui dure ouais, 1h20 environ. Enfin, il y a plusieurs versions. Elles sont disponibles sur YouTube, hein, si vous voulez. Parce que c'est un film qui est tombé dans le domaine public, comme Le Cuirassé Potemkin, que je vous conseille vivement. Et c'est un pan absolument historique du cinéma, puisque c'est Eisenstein, avec son montage particulier, qui raconte, sur le plan symbolique et aussi dans sa rapidité, le fond du propos. C'est l'exemple même du style de film où la forme sert le fond. Et évidemment, il y a des choses qui peuvent paraître grossières, pas du tout subtiles. Il n'y a rien de subtil dans le film, c'est un film de propagande. Hein. Ne cherchez pas la nuance et tout, mais frontalement, pour l'époque, c'est quand même totalement novateur. Et dans la façon où les images sont enchaînées, on voit l'idée, on voit la violence, on voit la souffrance, et on voit aussi à quel point il y a une haine de ce système qui est montré ici, hein, le système du tsar, en gros, à l'époque. Voilà, bref, ce qui a mené ensuite à la révolution et au communisme, tout simplement. Donc, évidemment, c'est un film qu'il faut voir, qu'il faut inscrire dans son époque, bien sûr, à montrer dans les écoles de cinéma, très certainement, peut-être aussi dans des cours d'histoire, après, on revient sur des faits et tout, hein, évidemment. Et alors, évidemment, il y a eu Potemkin après, donc c'est un petit peu moins bien, moins abouti. En fait, le seul reproche que je ferai sur ce film, vraiment, c'est une durée moins équilibrée que celle pour Potemkin, qui était beaucoup plus réduite, mais alors, il n'y a rien qui dépassait, c'était extraordinaire, hein. Vraiment. J'avais fait une vidéo sur ce film il y a 4 ans, donc je vous renvoie sur mon avis de l'époque, c'était pendant le confinement d'ailleurs. Et bon, la grève, c'est quand même surtout impactant. S'il y a en effet quelques séquences que je trouve peut-être un petit peu de trop au milieu, vous avez toute une ouverture jusqu'au moment où la grève est déclarée, hein, jusqu'à puis un final qui vont vraiment vous rester là, dans la tête. Alors, évidemment, la fin, je vais rien en dire, mais bon, on sait comment ça peut se terminer, hein, ce genre de choses, peut heurter les âmes sensibles. Je le dis d'avance, il y a quand même un choix brutal en parallèle pour montrer la mort, hein, au sens large, et la mort, on la voit à l'écran. Donc évidemment, ça peut déstabiliser, je le dis d'avance, sur la fin, mais sinon, le propos est là. Voilà. La seule humanité vraiment du film, c'est l'ouvrier, enfin, les ouvriers, qui sont quand même déshumanisés par le système, tout ça, etc. Tandis que les opposants sont en mode animalisation des choses, y compris donc les espions du système, hein, parce que
c'est très compliqué, là je vous renvoie plutôt à des cours d'histoire, parce que je ne vais pas aller dans les détails, mais le tsar, etc., utilisait le sous-prolétariat, enfin, les gens qui étaient exclus de la société, les mendiants, les voleurs et tout, pour aller espionner les prolétaires, parce qu'il y a eu une croyance parmi certains, on va dire, courants du communisme qui rejetaient vraiment les exclus hors du travail. Il y avait les prolétaires qui donnaient tout et tout, machin, et ceux qui ne travaillaient pas parce qu'ils étaient encore plus démunis qu'eux et qui étaient irrécupérables, qu'on ne pouvait pas éduquer à la masse, etc. Et bah, bon, pas tous les communistes pensaient cela, hein. Et donc ces oubliés vont espionner et tout, avec des noms d'animaux, hein, le hibou par exemple, donc les choses sont là, bref, afin que justement cette grève ne perdure pas, ou etc. Donc, évidemment, c'est là où on voit que la tentative d'humanité est compliquée là-dedans. On se rend compte que ce sont des hommes derrière la machine, et la machine, elle est montrée, hein. Il y a le cycle infernal du système qui tourne dès le début, il y a un mot russe, qui veut dire « mais » en français, qui tourne comme ça, et puis vous avez, voilà, comme dans le hamster dans sa roue, dans sa cage, c'est exactement ça. Avec magnifique travail de surimpression, des jeux d'ombre, c'est extraordinaire, hein, évidemment. Le cinéma muet est déployé ici, hein, c'était pas nouveau non plus en 1925, mais quand même. C'est presque expressionnisme, vite fait au début, après ça devient plus dans le réalisme, hein, le naturalisme des choses quand même, le côté presque documentaire des choses, il n'y a que le montage, vraiment, qui fait qu'on est dans du pur cinéma, là, pour le coup. L'art du montage, hein, évidemment. Et donc, oui, l'humanité est là, et la difficile vie de cette humanité spoilée, bafouée. Et il y a des moments où, quand le travail s'arrête, on voit des moments de vie. Alors c'est là où je trouve quelques longueurs, mais c'est nécessaire. On voit les enfants, le père qui ne va pas travailler, donc du coup, il y a une reconnexion qui se fait. Les enfants qui essayent, par mimétisme, de faire ce que les adultes font, mais un peu plus dans l'amusement. C'est comme, vous savez, ces enfants qui jouent à la guerre et tout, c'est toujours pareil, quoi. Mais là, hein. Et puis, bah oui, tout ce qui peut se passer, là, à côté des négociations dans cette... enfin, négociations. Les pourparlers où les nantis sont entre eux en train de rire et de s'en fiche, en fait. C'est filmé d'ailleurs dans un lieu qui rappelle à la fois l'aristocratie, la bourgeoisie, mais c'est sombre quand même. On voit bien que c'est un peu une forme d'enfer, hein, là, pour la caméra de Eisenstein. Et voilà, et puis bien sûr, le côté dynamique qui fait que tout ce qui est révolte et tout est très fort. Mais ça sera encore plus maîtrisé dans le cuirassé Potemkin et sa fameuse scène de l'escalier, entre autres, hein, évidemment. Donc La Grève, oui, c'est un très bon film qu'il faut voir pour comprendre aussi pas mal de choses au niveau du langage cinématographique à travers le montage, puisque Eisenstein a inspiré tant et tant de cinéastes par la suite. À voir avec le Potemkin à la suite d'ailleurs, hein, vous voyez un petit peu son évolution très vite, comme quoi il comprend peut-être ici certaines choses qu'il a fait peut-être en trop, pour ensuite rendre les choses encore plus frappantes selon moi dans l'œuvre qui suivra. Mais ça reste vraiment un film à voir, et c'est douloureux, forcément, évidemment. Mais le thème abordé n'est clairement pas joyeux. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. On en discute, c'est très important, hein. Au-delà du cinéma, l'aspect historique, tout ça, si vous l'avez étudié en cours, en histoire, etc. N'hésitez pas à balancer vos anecdotes là-dessus. Et je vous dis à la prochaine, ciao!